Il n'avait rien, ni famille, ni foyer, même pas un manteau digne de ce nom contre le froid des montagnes. Pourtant, quand Gideon Nash trouva la jeune fille ensanglantée et effondrée dans la neige, il fit un choix qui amènerait 30 guerriers armés à sa porte quelques heures plus tard. Ce qu'il croyait être un simple geste de bonté allait déclencher quelque chose de bien plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Le vent cinglait le tissu mince de sa chemise élimée tandis qu'il gravissait la pente rocheuse, l'estomac noué par la faim après 3 jours sans vrai repas, l'hiver refermant déjà son étau glacé sur les pics. À 16 ans, il savait survivre avec presque rien, mais la tempête qui s'annonçait mettrait sa résistance à l'épreuve. Une éclaboussure de rouge sur la blancheur immaculée le figea, du sang encore frais. Suivant la traînée sombre, Gideon la découvrit. Une jeune autochtone à peine de son âge, inconsciente, une plaie profonde à la jambe. Sa robe de dame était en lambeaux, le givre se formait déjà sur ses cheveux noirs. Elle ne survivrait pas une heure de plus. Chaque instinct lui criait de s'éloigner. S'impliquer dans les affaires tribales signifiait des ennuis, parfois mortels. Mais en voyant ce visage livide, autre chose que l'instinct de survie se réveilla. « Je ne peux pas te laisser là », murmura-t-il en s'agenouillant. Elle remua à son contact, ses yeux sombres s'ouvrant brusquement, la main cherchant un couteau d'os à sa ceinture. Mais sa faiblesse la trahit. « Doucement », dit Gideon en levant les mains. « Je veux t'aider. » Elle parla vite dans sa langue, désignant les pics à l'est. Il comprit qu'elle devait rentrer. Vite. Elle tenta de se lever, s'effondra aussitôt en criant lorsque sa jambe blessée céda. Gideon la rattrapa. Sentant sa peau glaciale, l'hypothermie s'installait. « Ce sommet ?» demanda-t-il en pointant les 2 jours par Dead Man's Pass. Elle hocha la tête, désespérée, les larmes gelant sur ses joues. Gideon considéra ses maigres provisions. À peine de quoi tenir seul, aucun soin, des vêtements troués. La traversée les tuerait peut-être tous deux, mais la laisser la condamnerait à coup sûr. « D'accord » souffla-t-il. « On y va ensemble ou pas du tout ?» Pendant 18 heures, il la porta presque, franchissant un terrain que même les montagnards aguerris redoutent. Elle dérivait entre conscience et délire, murmurant des mots qu'il ne comprenait pas mais qui sonnaient comme des prières ou des avertissements. À l'orée de ces terres, elle parvint à marcher seule. Elle lui glissa dans la paume un petit galet sculpté avant de disparaître dans la forêt sans un regard en arrière. Gideon regagna sa caverne à l'aube, épuisé mais vivant, persuadé d'avoir fait ce qu'il fallait, même si cela avait failli le tuer. Mais, en approchant, un frisson glacé le parcourut, des dizaines d'empreintes de sabots encerclaient l'entrée, fraîches. Gravé sur l'arbre voisin, un symbole inconnu, 3 lignes parallèles barrées d'une flèche. Quelqu'un l'avait trouvé. Il fit 3 fois le tour de la caverne avant d'entrer, la main sur son couteau rouillé. Tout semblait en place, mais il voyait les détails, la couverture déplacée d'1 pouce, la casserole tournée, les pierres polies dérongées. Il cherchait quelque chose. Mais quoi ? Murmura-t-il. Il n'avait rien de valeur, aucun renseignement. Sauf la pierre. À la lumière du jour, il la vit mieux, roche noire polie, gravure profonde, tiède comme vivante. Une branche craqua dehors. Pas le vent, quelque chose de lourd. À travers une fente, il aperçut 3 guerriers immobiles sur leurs chevaux. À 30 mètres, le visage peint de guerre, les cheveux ornés de plumes d'aigle, les yeux fixés sur sa cachette. Il savait. Combien de temps guettait-il? Comment l'avait-il trouvé si vite? La fille n'avait pas pu leur parler. Elle était à peine consciente lorsqu'ils s'étaient séparés. Un guerrier leva la main. Derrière la caverne, d'autres chevaux hennirent. Il était cerné. Le chef descendit de selle lentement, la main sur un tomahawk qui avait sûrement déjà goûté le sang. Sa voix claire perça l'air froid. « Garçon qui a aidé notre fille, nous savons que tu es là. » La gorge de Gideon se serra. « Notre fille. » La jeune fille était importante, fille de chef sans doute. « Sors, nous voulons parler. » Chaque histoire qu'il avait entendue sur les colons mêlés aux affaires tribales finissait mal. Mais il était piégé, l'hiver approchait. « Tu as quelque chose qui nous appartient ?» La pierre sembla brûler dans sa paume. Ils étaient venus pour ça. Rester caché signifiait mourir de froid ou de soif, sortir c'était affronter l'inconnu. Le chef avançait déjà, la patience épuisée. Gideon sortit, les mains levées, la pierre serrée dans le poing. 30 guerriers surgirent des rochers, armés, silencieux. Le meneur s'arrêta à 2 pas, assez près pour que Gideon distingue les cicatrices de son visage buriné. « Je suis Takakota », dit-il dans un anglais mesuré. « Ayana est ma fille. » La bouche de Gideon s'assécha. Il avait sauvé la fille d'un chef. « Elle m'a raconté ce que tu as fait, » poursuivit Takakota, les yeux rivés aux siens. « Comment tu l'as portée dans le froid mortel alors que tu pouvais l'abandonner ?» Les autres restaient muets, mais Gideon sentait leur tension.
Pareil à l'électricité avant l'orage. Un mot de travers et tout basculerait. N'importe qui aurait fait pareil, balbutia-t-il. Un infime changement passa sur le visage du chef. Non, la plupart auraient eu trop peur pour risquer leur vie. Il désigna ses hommes. Nous traquons les hommes qui ont attaqué notre camp. 3 colons armés qui ont tiré sur ma fille lorsqu'elle a voulu les avertir de ne pas profaner nos terres sacrées. Un frisson de glace parcourut Gidéon. Des colons, des blancs comme lui. Nous avons suivi leur piste jusqu'à ta montagne, dit Takakota d'une voix plus dure. Elle menait directement à ta caverne. Nous avons cru. Il laissa la phrase en suspens, mais l'accusation était claire. Mais Ayana a décrit le garçon qui l'a sauvé. Mince, affamé, au regard doux et aux mains bienveillantes. Pas l'homme qui tire sur une femme. Le soulagement inonda Gidéon, mais il fut de courte durée. Si ces guerriers traquaient encore ces colons, du sang de colons armés sur ce territoire signifiait que la montagne deviendrait un champ de bataille et que, lorsque les autorités viendraient chercher des coupables, elles trouveraient Gidéon, seul visage blanc environ. « Les hommes que vous traquez, dit-il prudemment, ils sont encore là-haut. » Takakota hocha la tête. Sombre. Tout près, ils ont installé leur camp dans la vallée, croyant être en sécurité. Sa main se posa sur le tomahawk. Il se trompe. Un jeune guerrier parla rapidement dans sa langue, désignant la vallée. Le visage de Takakota se durcit. « Quoi » demanda Gidéon, le cœur déjà glacé. « Mon éclaireur dit que de la fumée s'élève de leur camp. Ils cuisinent de la viande qu'ils ont volée aux familles qu'ils ont massacrées hier. » Le poids de la situation s'abattit sur Gidéon. Pris entre un groupe en quête de vengeance et des criminels désespérés, la montagne, jadis son refuge, allait devenir un lieu de carnage. Takakota s'avança, imposant et dangereux. « Tu as sauvé ma fille. Pour cela, je t'offre un choix. » Gidéon retint son souffle. « Par avant le coucher du soleil, chevauche loin et ne reviens jamais, ou reste et aide-nous à mettre fin à ceux qui répandent le sang innocent sur nos terres sacrées. » La pierre sculptée pesait dans la paume de Gidéon quand des coups de feu éclatèrent dans la vallée, épercutés par les falaises comme le tonnerre, suivis de cris qui glaçaient le sang, pas des cris de guerre, mais de terreur et de douleur. Les guerriers de Takakota se mirent en selle d'un geste fluide, prêts à frapper, mais le chef demeura immobile, les yeux fixés sur Gidéon. « Choisis, garçon. Le massacre a déjà commencé. » Une nouvelle salle retentit, plus proche. Quelqu'un grimpait en tirant au hasard. Gidéon aperçut 3 silhouettes qui escaladaient la pente rocheuse, les criminels fuyant vers sa caverne avec une panique désespérée. « Ils viennent ici, » souffla-t-il, comprenant l'horrible vérité. Ces hommes connaissaient sa cachette et amenaient la bataille jusqu'à sa porte. Le regard de Takakota devint meurtrier. « Tu les connais ?»« Non, » répondit Gidéon, « mais ils ont observé mon camp. Ils savent où je vis. » La main du chef se crispa sur son arme. Dans quelques secondes, ces meurtriers atteindraient la caverne, suivis de 30 guerriers avides de justice, et Gidéon se retrouverait pris au centre d'un bain de sang. Derrière les rochers, ordonna Takakota à ses hommes qu'ils viennent. Mais Gidéon vit quelque chose qui lui glaça l'estomac. L'un des fuyards portait un fusil à garniture de laiton qu'il connaissait, l'arme du marshal Crawford, disparue depuis 2 semaines. Ces hommes n'étaient pas de simples voleurs. Ils avaient tué un officier fédéral. « Attendez !» cria Gidéon tandis que le premier colon surgissait de la lisière à 50 mètres. « Si vous les tuez ici, l'armée viendra et accusera votre peuple de la mort du marshal. » Takakota comprit aussitôt. Des colons morts dans une embuscade autochtone signifieraient la cavalerie et la vengeance contre toute sa tribu. Les 3 criminels étaient maintenant assez proches pour que Gidéon voie leur visage. Des hommes désespérés, les vêtements tachés de sang. Le meneur aperçut la caverne et la désigna, criant à ses compagnons. Ils allaient s'y retrancher. « Tu ne peux pas les laisser atteindre la caverne, » dit Takakota d'un ton funeste. « S'ils s'y barricadent, nous devrons les déloger et beaucoup mourront. » L'esprit de Gidéon tourbillonnait. Les bandits étaient à 30 secondes. Les guerriers avaient besoin d'un tir clair, mais ne pouvaient risquer un massacre officiel, et lui seul pouvait empêcher la tuerie. La pierre sculptée pulsa dans sa main. Soudain, il comprit pourquoi Ayana la lui avait donnée. Un symbole de confiance, de responsabilité. Il sortit à découvert, droit sur la trajectoire des criminels. « Ça suffit » cria-t-il en levant les mains. Le meneur braqua aussitôt son fusil, les yeux fous. « Dégage, gamin, ou je te descends. » Derrière les rochers, 30 guerriers armaient déjà leurs arcs, attendant le signal. Un mot de travers, et la montagne exploserait. Au lieu de reculer, Gidéon fit quelque chose qui surprit tout le monde, l'y compris. Il s'assit, en tailleur, au milieu de la confrontation, les fusils pointés sur sa poitrine, 30 guerriers tapis autour.
Qu'est-ce que tu fiches? Gronda le criminel, le fusil oscillant. J'attends que vous fassiez un choix, dit Gideon calmement. Vous pouvez me tirer dessus, mais dès que vous presserez la détente, vous aurez bien pire affronté que moi. Les yeux des criminels s'agitèrent. Épuisés, affamés, ils haletaient, le sang maculant leurs vêtements. On veut juste utiliser ta caverne quelques heures, puis on part, tenta le meneur. Cette caverne appartient à la tribu sur les terres de laquelle vous vous trouvez, répliqua Gideon en montrant la pierre sculptée. Ils n'aiment pas les intrus. Les visages se décomposèrent. Ils savaient ce que ce symbole signifiait. Tu es avec eux? Souffla le second. J'essaie de vous garder en vie, répondit Gideon, ce qui est plus que vous méritez après ce que vous avez fait au marshal Crawford. Le meneur redressa son arme vers lui. Comment sais-tu ça? Parce que tu portes son fusil et que son sang est encore sur tes habits. Combien d'innocents as-tu tué sur ta route? Derrière les rochers, les guerriers, invisibles, étaient prêts. Gideon le sentait comme une tension électrique. Voilà ce qui va se passer, continua-t-il. Vous déposez vos armes et vous vous rendez à la justice tribale ou vous courez jusqu'à la frontière en priant de ne pas mourir de froid. Jamais, cracha le chef. On prend cette caverne. À cet instant, une flèche se planta à 15 centimètres de sa botte, puis une autre, puis une troisième, chacune plus proche. Les criminels tournoyèrent, incapables de voir les archers. La panique envahit leurs yeux. 30 guerriers, dit Gideon d'un ton presque désinvolte, tout autour de vous, prêts à vous capturer vivants, si possible. Mais après ce que vous avez fait, leur pitié est mince. La vérité les frappa. Ils n'étaient pas pourchassés par quelques chasseurs, mais encerclés par un véritable groupe de guerre. « Tu nous as piégés !» cria le meneur, la voix brisée. « Vous vous êtes piégés vous-même !» rétorqua Gideon. « Le jour où vous avez versé le sang innocent sur une terre sacrée. » Une autre flèche siffla près de l'oreille du second criminel. Sa volonté céda. Il laissa tomber son fusil, levant les mains, les larmes traçant des sillons dans la crasse. « Je me rends, je me rends. » Mais le chef, fou, leva son arme vers Gideon. « Si je meurs aujourd'hui, tu viens avec moi. » Le coup partit, résonnant dans toute la montagne. Gideon ne sentit jamais la balle. Un tomahawk avait déjà frappé. Le chef s'effondra, mort avant d'avoir pu presser la détente. Le vent mordait les crêtes enneigées lorsque la colonne de cavalerie surgit enfin, 20 silhouettes en uniforme bleu se découpant sur la blancheur glaciale. Gideon se tenait seul devant sa caverne, la pierre sculptée toujours chaude dans sa paume, 2 criminels ligotés à ses pieds, tandis que, invisibles mais proches, les guerriers de Takakota se fondaient dans les rochers, silencieux comme la neige elle-même. Le capitaine, un homme au visage buriné par des années de frontières, arrêta sa monture à quelques pas, la main posée sur son revolver. « Fils, je suis le capitaine Morrison de la cavalerie territoriale. Nous traquons 3 hommes qui ont tué un marshal fédéral et attaqué un convoi militaire. Les as-tu vus? » Gideon soutint calmement son regard. « Oui, capitaine. 3 hommes désespérés sont passés ici il y a 2 jours. Ils m'ont réclamé des vivres et un abri. J'ai refusé. Ils ont tiré pour m'intimider puis sont repartis dans la tempête. » Il désigna les 2 prisonniers, hagards et grelottants. Ces 2-là se sont perdus et sont revenus ce matin. Leur chef a poursuivi sa route vers les ravins. Morrison descendit de cheval, inspectant chaque détail. Le foyer couvert de cendres, la cicatrice de balle maquillée par le charbon, les 12 éparses comme autant de preuves d'un siège prolongé. Son regard passa des captifs à Gideon, cherchant la faille, mais l'histoire tenait. Il s'accroupit devant les 2 hommes. « C'est vrai ?» Le plus jeune hocha frénétiquement la tête, la voix brisée. Il avoua le meurtre du marshal Crawford, raconta la fuite, le chef devenu fou. Le second confirma, les yeux pleins de terreur. Le capitaine se redressa lentement. « Nous les emmenons. » Le 3e mourra dans ces montagnes. Il fit signe à ses soldats qui hissèrent les prisonniers en selle. Avant de repartir, Morrison fixa Gideon. « Vous avez eu de la chance, fils. Restez loin des affaires qui ne sont pas les vôtres. » D'un claquement de rênes, la troupe disparut dans la blancheur, le fracas des sabots s'éteignant comme un orage lointain. Le silence retomba, profond et vibrant. Des ombres des rochers émergèrent alors les guerriers de Takakota, fantômes revenus à la vie. Le chef s'avança, posa une main ferme sur l'épaule de Gideon, un geste d'acceptation et de fraternité. « Tu as sauvé ma fille et, aujourd'hui, mon peuple. Tu es désormais frère parmi nous. » La pierre dans la main de Gideon pulsa d'une chaleur douce, les symboles gravés semblant briller d'une lueur intérieure, signe d'alliance et d'appartenance. « J'accepte, souffla-t-il.
Takakota inclina la tête, un éclair de respect dans les yeux, puis leva la main. Ses guerriers se dispersèrent dans la neige, effaçant toute trace de leur présence, comme si la montagne elle-même les avalait. Seul désormais, Gideon contempla les cimes qui s'embrasaient sous le couchant. Le monde restait dangereux, plein d'hommes capables de massacres et de mensonges, mais il savait qu'il n'était plus un simple errant. Il avait trouvé une famille dans l'ombre des pins, un serment gravé dans la pierre qu'il tenait encore. La promesse de veiller, de protéger, de préserver la fragile paix entre deux peuples. Et lorsque la nuit tomba, Gideon Nash comprit qu'il n'était plus seulement le garçon qui avait suivi une trace de sang dans la neige. Il était devenu gardien de cette montagne et frère du peuple de Takakota, lié à jamais à l'histoire d'Ayana et à l'équilibre entre leurs mondes. Le capitaine mit pied à terre, ses yeux de vétéran analysant chaque détail du camp. « Je leur ai refusé toute aide », déclara simplement Gideon. « Je leur ai dit de poursuivre leur route. » C'est là que les coups de feu ont commencé. Il montra la marque sombre sur la paroi de la caverne. Des tirs d'intimidation pour m'effrayer. Quand ils ont vu que je ne céderais pas, ils ont pris ce qui me restait de nourriture et sont partis vers les hauteurs. Le capitaine Morrison examina la cicatrice de balle, les 12 éparpillés, les signes de lutte. Tout confirmait le récit de Gideon. Ces hommes étaient avec eux, demanda-t-il en désignant les 2 prisonniers ligotés. Non, monsieur. Eux sont arrivés hier, à moitié gelés, affamés. Ils disent avoir voyagé avec la bande, mais qu'une tempête les a séparés dans le canyon. Le plus âgé hocha frénétiquement la tête. C'est la vérité. Crawford a voulu nous arrêter pour vol de concession, mais quand il a refusé le pot de vin de notre chef, ce dernier l'a abattu. Moi et Billy, on a fui quand les tirs ont commencé. Le plus jeune, Billy, sanglotait encore. On ne voulait tuer personne. Capitaine. Quand ça a éclaté dans le canyon, on a couru sans nous retourner. On n'a plus revu nos compagnons. Morrison scruta leur visage, habitué à lire la peur comme la sincérité. « Vos complices sont donc toujours là-haut ?»« S'ils vivent encore, » murmura Billy, « ce canyon est un piège en hiver. Personne ne survit là-dedans sans équipement. » Le capitaine s'avança jusqu'au rebord rocheux et contempla l'immensité sauvage. Kilomètres de ravins cachés, de pentes traîtresses et de tempêtes précoces capables d'engloutir des hommes sans laisser de traces. « Nous fouillerons la zone, » conclut-il. Mais s'ils sont entrés dans le haut pays pendant cette tempête. Il haussa les épaules. La nature rend sa propre justice. Gideon sentit un immense soulagement, qu'il dissimula derrière un visage neutre. Et ceux-ci, demanda-t-il en désignant les captifs. Ils seront jugés pour leur rôle dans la mort de Crawford, mais leur coopération sera notée. Le capitaine remonta en selle. « Fils, vous avez bien fait de refuser d'aider ces assassins. Il fallait du courage. » Alors que la cavalerie se préparait à partir avec les prisonniers, Morrison se retourna une dernière fois. « Vous comptez hiverner ici, seul ?» Gideon jeta un regard vers les rochers où il savait que les guerriers de Takakota guettaient. « En fait, capitaine, des amis d'ici m'ont offert un abri. Des gens qui connaissent mieux ces montagnes que quiconque. Sage décision. Ces sommets n'épargnent pas ceux qui n'ont pas d'alliés. » D'un claquement sec, la troupe s'éloigna, leur silhouette bleue se perdant dans la neige qui recommençait à tomber. Lorsque le bruit des sabots s'effaça, Takakota sortit de sa cachette, ses guerriers glissant hors du paysage comme une brume vivante. Sur son visage buriné, Gideon lut pour la première fois une gratitude profonde mêlée de respect. « Tu as bien parlé, frère » dit le chef, employant le mot qui, dans sa langue, désignait la famille choisie. « Tes paroles ont empêché un grand bain de sang. » Gideon tendit la pierre gravée, mais Takakota secoua la tête. « Garde là, tu en as gagné le droit. » Il posa une main ferme sur son épaule. « Notre camp d'hiver a une place de plus, si tu choisis de rester. » Gideon regarda sa caverne désormais vide, puis les guerriers qu'il avait acceptés comme l'un des leurs. Le choix fut immédiat. « Je reste. » Ce soir-là, alors que la neige recouvrait les pics, Gideon s'assit près d'un grand feu au cœur du camp tribal. Ayana, souriante, traduisait pour lui ses premiers mots dans leur langue, lui racontant les légendes de courage et d'appartenance. Le garçon sans famille, sans foyer, trouva dans ce cercle de lumière une parenté plus forte que le sang. Sa simple décision d'aider une inconnue avait changé son destin, écarté une guerre qui aurait pu détruire d'innombrables vies innocentes. La pierre gravée reposait dans sa main, non plus comme un mystérieux talisman, mais comme le symbole éclatant de la famille qu'il avait choisie. Près qu'en préférant la compassion au confort, le courage à la peur, il avait trouvé un véritable foyer.